avec donc Jean-Luc Sandoz, voilà, qui va venir nous rejoindre. Est-ce qu'il est là? Oui. Jean-Luc, je vais te laisser la parole. Alors Jean-Luc qui est accompagné de Franck Brasselet et de Arnaud Maignan, voilà, que je vais inviter à venir pour prendre la parole. Alors la zapette est sur la... Donc, petite introduction. Donc, Jean-Luc va nous parler de l'état de la forêt mondiale et de la construction bois local dans le centre technique spatial, donc le CNES à Kourou. C'est un bâtiment qui s'appelle le bâtiment Titan. R+3 en angélique, voilà, de la forêt amazonienne. Et on parlait tout à l'heure de la caractérisation des bois. Jean-Luc Sandoz vous en parlera, mais c'est vrai qu'on en discutait hier et il disait que seulement 3% des essences de bois de la forêt amazonienne étaient caractérisées. Donc on a besoin de mieux connaître les bois pour mieux les utiliser. Voilà, je te laisse la parole. Oui, mesdames, messieurs. Petit exercice de flûte à trois becs aujourd'hui parce que l'ONU fait des inventaires forestiers sur la situation mondiale des forêts et l'inventaire 2020 vient de sortir là, au mois de mars-avril. Donc l'an dernier, on ne l'avait pas pour le Forum 2020, mais pour le Forum 2021, on l'a. Et je trouvais dommage de ne pas vous en dire quelques mots en préliminaire d'une intervention sur l'utilisation du bois tropical de Guyane avec ce bâtiment pour le CNES. Donc la situation forestière mondiale en 5 minutes, pas plus. Première donnée, 4 milliards d'hectares. 4 milliards d'hectares, on sait 8 milliards de personnes sur la planète. On a donc chacun une dotation de base d'un demi-hectare disponible. Sur un demi-hectare, je peux faire pousser 7 mètres cubes de bois par année. Donc je sais être en neutralité carbone, rien qu'avec la forêt, puisque le Français moyen crache 7 tonnes de CO2 par année. Donc vous voyez, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en termes de surface? La déforestation, oui, mais ainsi de suite. Notre forêt boréale, qui est celle du Nord, il ne marche pas là, un petit peu faible. La forêt tropicale que vous reconnaissez. Et donc, en termes de surface forestière, on va observer si on est toujours en train de perdre des surfaces forestières, si on est en train de faire muter les forêts, où est-ce qu'on en est, pour pouvoir se positionner et de voir comment évolue notre forêt depuis 30 ans. L'inventaire de l'ONU, c'était les années 90, les années 2000, les années 2010, années 2020. Donc on a un grand recul. Dans les années 90, vous voyez, on perdait 7 à 8 millions d'hectares par année, en moyenne, en forêt globale, mondiale. En décennie 2010, ça s'est réduit. Décennie 2020, ça s'est encore réduit. Donc vous constatez que la perte de la surface forestière globalement est de tendance à se réduire. Donc on est en train de maîtriser cette évolution des surfaces forestières. Bien entendu, ça c'est le résultat net qui s'explique par deux composantes. Une composante de déforestation, ce que vous avez en négatif, et une composante de reforestation, plantation forestière, ce que vous avez en positif. Donc vous voyez que dans les années 90, on déforestait 16 millions d'hectares par année, et avec Kyoto 92, on a commencé à planter. Donc on ne plantait pas beaucoup, mais on a quand même planté 8, donc on perdait moins 8 millions d'hectares de forêt par année. En 2000-2010, vous voyez qu'on a réduit la déforestation. On a augmenté la plantation forestière, c'est l'effet du protocole de Kyoto. En 2010-2015, une situation intermédiaire où on va directement en 2020, vous voyez qu'on a réduit la déforestation, on n'est plus qu'à moins 10 par rapport à moins 16. Je rappelle quand même que la déforestation, ce n'est pas pour s'amuser, c'est parce que depuis 90, la population, elle est passée de 5 à 8 milliards. Donc elle a fait 1,5. Donc il faut gérer, il faut des surfaces forestières. Donc vous voyez que la balance ici est aujourd'hui qu'on perd très peu. Et donc ce qui est en gris ne produit plus, ne stocke plus de carbone parce que c'est la forêt à l'équilibre. Par contre, tout ce qui est en vert qui est planté, c'est le moteur qui consomme, qui fixe du CO2 par la production forestière. Et comme on produit 2 milliards de mètres cubes dans les verts du haut, ça veut dire qu'on stocke 2 milliards de tonnes de CO2. Donc vous avez bien l'effet où la forêt est le système qui permet de réguler le climat. Et on verra après quelle est la solution, mais malheureusement, elle est aussi la victime. Et
comment évoluent ces surfaces forestières par continent? Ben, vous voyez, l'Asie qui a beaucoup planté est en croissance forestière, presque l'Océanie aussi, l'Europe aussi. L'Europe est en croissance forestière. Ce n'est pas par les plantations, c'est plus par la restitution agricole. L'Amérique du Nord, l'Amérique centrale est stable. Et regardez les deux seuls endroits où ça ne se passe pas bien. L'Amérique du Sud qui réduit sa déforestation, qui est en train de soigner son problème, mais maintenant, nouveau problème qui va nous engager. Ce qu'on a fait en 90 en Amazonie, on va le faire en 2020-2025 en Afrique équatoriale. Donc, vous voyez, la plupart des continents sont en augmentation et on a juste ces deux sites, on va dire, ces deux continents, l'Amérique du Sud et surtout l'Afrique, où ça se passe moins bien et maintenant il va falloir focusser et aider l'Afrique à mieux gérer sa forêt. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, maintenant, la forêt, c'est la solution à la fixation du CO2, mais c'est aussi la victime parce qu'on perd 5 millions d'hectares de forêt par année par la balance déforestation-forestation, mais regardez ce qu'on va prendre maintenant. La forêt est aussi la victime du réchauffement climatique et ce boomerang-là est beaucoup plus important puisque vous avez suivi les deux grandes victimes, les incendies, le scolite dans les Vosges, les incendies, le Canada, l'Australie, vous avez suivi. Et là, on perd des dizaines de millions d'hectares par année, des dizaines de millions. Donc, on regarde là la déforestation, c'est plus que ça, mais la déforestation accidentelle due au réchauffement climatique, c'est ça, et ça va nous occuper les 50 prochaines années. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire très rapidement pour faire le lien avec la Guyane, où on est en forêt tropicale, où la Guyane veut développer l'utilisation du bois feuillu, et on ne connaît même pas 3% des essences de la forêt amazonienne. Donc Franck va vous parler du projet Titan au CNES, et Arnaud vous parlera du développement R&D à la Maison de la Forêt. Il marche pas. Il marche pas. Vous en avez un deuxième? Vous en avez un deuxième? Point rouge? Non, mais j'ai pas. J'essaie de leur donner, je vais tenter un truc. Donc en fait, je vais vous parler assez rapidement aussi d'un petit projet de 2000 m² qu'on vient de réaliser pour le centre spatial à Kourou, qui a fait l'objet d'un concours. Où on est assez fiers à l'agence d'avoir proposé une ossature, structure bois, entièrement en bois, sur un bâtiment R+3 pour le pôle de direction et administratif du projet. On a travaillé donc avec CBS sur le projet, ça passe pas. Celle-ci. Donc le pôle de direction. Donc Guyane, 92 000 km² de forêt. Comme le disait Jean-Luc, on prend 5 tiges à l'hectare. Un grand nombre d'essences à valoriser pour le bâtiment. Ça fait une trentaine d'années à peu près qu'on développe un petit peu la filière, qu'on qualifie les essences, etc. Et donc il y a encore beaucoup de travail. Donc le centre spatial, ce qui était assez intéressant dans ce concours, c'est qu'on a une culture un petit peu de la charpente métallique et de la structure métallique depuis les années 60, où ils se sont à peu près installés en Guyane. Et donc c'était un enjeu assez fort d'essayer d'introduire de l'ossature bois, donc structure et plancher, au sein du centre spatial. Ce bâtiment doit faire l'objet normalement d'une charte architecturale urbaine, pour tout le réaménagement en fait, du centre spatial pour les 20 ans à venir. Donc l'enjeu était assez important. Ils ont joué le jeu, ils ont payé les essais, etc. Donc on va en reparler. C'est un bâtiment, voilà, où on sort de ce langage architectural en fait sur le centre technique qui donne pas beaucoup une bonne image du spatial. Et donc on est revenu donc à leur sortir ce bâtiment en essayant de pas sauter la marche d'un coup. On a quand même habillé, on a fait un immeuble à cœur de bois, mais en habillant le tout d'une façade rideau en fait en aluminium, de manière à pas trop sauter d'un coup sur le langage architectural du projet, puisque ça va concerner une vingtaine de bâtiments sur le centre technique. Donc tout ce passé industriel, la culture fortement ancrée, puisqu'il parle même d'inscrire au niveau du patrimoine le langage industriel du centre spatial, avec les bandeaux rouges, avec une série de petits marquages
très fortement ancré dans le centre spatial. Et donc, dans toute la restructuration qui est en fait à la genèse d'une optimisation du foncier, une rationalisation du foncier sur les bâtiments du centre spatial, on crée en fait une porte d'entrée sur le nouveau centre technique. Le bâtiment qu'on a réalisé doit faire l'objet d'un deuxième bâtiment jumeau en fait, et qui serait un petit peu la porte d'entrée du centre technique avec la future maquette d'Ariane 6. Donc on a développé sur ce projet-là également un label qu'on a développé en Guyane depuis une trentaine d'années avec quelques bureaux d'études, qui est la qualité environnementale amazonienne. Donc on a un bâtiment qui dispose d'une centrale photovoltaïque. On avait de la récupération d'eau de pluie qui a été supprimée, etc. Donc on a eu une vraie démarche, une approche environnementale et bioclimatique sur le projet. Donc vous allez voir sur le langage qu'on avait défini avec le maître d'ouvrage. Et donc dans cette démarche, les toitures végétalisées, des abords, des protections solaires, de la course solaire, de l'autonomie lumineuse, des facteurs lumière du jour, etc. Donc rapidement, un étage courant, l'œuf de rez-de-chaussée constitue en fait ce sera la future salle du grand messe du lundi matin pour le centre technique. Donc il y a un petit amphithéâtre en rez-de-chaussée. On a pris le parti de se décoller du sol, donc avoir un rez-de-chaussée sur un socle béton. Et ensuite, on a donc 3 niveaux d'étages courants, très tramés, donc ossature et plancher bois, donc ont été faits avec Jean-Luc. Donc toute la course scolaire. Et la qualification donc, des essences qui ont été utilisées, puisque le CNES a bien voulu participer et a financé les essais de qualification de 2 essences qu'on a là-bas. Donc on a qualifié au niveau mécanique, acoustique et structurel. Donc Arnaud en reparlera un petit peu après. Donc je vous passe rapidement quelques photos. Donc c'est un bâtiment qui est dans un langage de protection solaire, qui est orienté sur la course solaire de là-bas. Et on n'a pas encore tous les résultats de consommation, mais on devrait être très performant sur le bâtiment, avec la centrale photovoltaïque, la maquette d'Ariane 5. Et donc tout ce bâtiment à cœur de bois, en fait, avec un atrium qui passe sur les 3 niveaux, le système des planchers bois, des sols souples biodégradables, etc. Donc des salles de réunion, les éclairements de second jour par l'atrium, la petite entrée de l'amphithéâtre, la toiture de l'atrium. Et donc tous les espaces communs très, très tramés, très réglés, avec beaucoup de lumière de second jour pour tous les espaces de bureaux. Et on a volontairement sur le projet, alors ça donne un petit peu cet aspect pas forcément fini, mais que en fait le CNES a très bien accepté, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout lasuré les bois, ils sont bruts. On a malheureusement pris une saison des pluies pendant le chantier avec un peu de retard, et donc les bois ont un peu été marqués, donc il y a une image qui a été acceptée sur ce côté bois brut dans l'immeuble de bureau, sur les planchers. Donc le petit amphi dont je vous parlais, et les façades sur le bâtiment. Voilà, je vous remercie. Rapidement, là, la petite structure qui va introduire la partie structurelle d'Arnaud. Bonjour, je prends les micros, ça fonctionne ? Bonjour. Donc je vais reprendre un petit peu et survoler le côté technique donc, du centre de Titan, du bâtiment Titan. À mon sens, la réussite de ce projet, elle est essentiellement due à une bonne synergie entre les architectes et les ingénieurs. Et cette dualité qui est très importante permet, comme on le voit sur la perspective, une simplicité structurelle, une recherche de trame qui va dans la disposition intérieure, les distributions, etc., mais aussi pour limiter les chutes de panneaux OSB, des panneaux de façade, etc. Ce qui permet d'arriver à un édifice simple, mais efficace. Et cette simplicité se retrouve aussi dans un nombre assez important d'éléments ou de modules identiques ou d'éléments de même longueur, ce qui arrive à un process semi-industrialisé qui pourrait être facilement finalement déclinable
pour des logements sociaux ou des logements collectifs en forte demande en Guyane française et dans d'autres départements également. Cette optimisation a été faite aussi au niveau du classement mécanique par essence, donc avec au premier niveau l'utilisation de l'ébène et du balata, qui est classé D70, donc D pour le feuillu, et avec une section identique des poteaux supérieurs qui reprennent un peu moins de charge, et du coup une essence plus adaptée mécaniquement, donc pour le coup de l'angélique en D50. Donc c'est aussi ça le travail de l'architecte et de l'ingénieur, c'est de valoriser un maximum d'essence pour se retrouver dans une réflexion de développement durable en n'utilisant pas qu'une dizaine d'essences sur les 1600 essences qui sont répertoriées en Guyane. Donc les 3% dont on parlait, c'est aujourd'hui 9 essences classées mécaniquement et pour le projet là 4 essences utilisées. Donc 2 au rez-de-chaussée ébène balata, l'angélique et 4 utilisées, le grignon en faux plafond et également l'aubier d'angélique qui n'a pas fonction de structure pour ce projet puisque c'est aussi des faux plafonds. Donc on valorise la ressource locale, on diversifie un maximum pour utiliser plus de terrain. Alors, donc voilà la structure, l'ossature, le squelette, et puis on a pris donc le parti pris de le protéger des intempéries et du rayonnement solaire par une enveloppe protectrice. Qui plus est surélevée d'un niveau de rez-de-chaussée, qui permet de favoriser, de renforcer le caractère sécuritaire du centre technique quand même du CNES, mais aussi des protections aux intempéries, puisque sur la terre naturelle, on est un peu plus humide. D'autres conceptions en région tropicale peuvent être beaucoup plus ouvertes. Dans ce cas-là, il faudra réfléchir un peu plus sur le drainage des assemblages, et puis un choix minutieux de telles essences pour telle fonction. Donc voilà, d'autant plus qu'il est posé dans un lieu d'études technologiques. Nous avons cherché à moderniser ce matériau en faisant des recherches, des essais, notamment avec le CNES. Donc là, on voit des axonométries en coupe, avec la composition du plancher Solivium qui est très adapté pour la Guyane puisqu'il utilise des petites sections et en Guyane, avec les contraintes forêt tropicale et des scieurs locaux, l'encollage n'existe pas en Guyane encore. Voilà, c'est une solution viable. Avec les réseaux intégrés dans les planchers. Et puis on voit donc quand même les portées de 6,50 m qui offrent la possibilité de modularisation à l'intérieur des espaces transposables en bureau, en logement, etc. Voici donc les axonométries de montage. Pour vous montrer le caractère, la recherche à préfabriquer un maximum pour essayer de préfabriquer en atelier en saison des pluies et poser rapidement en saison sèche, avec les contraintes des régions à 2 saisons. Voilà, alors les modules de faux plafond en 1, les modules de Solivium en 2 et les panneaux de façade de 6 mètres de long en 3. Avec l'intégration des linteaux dans le complexe, dans l'épaisseur de complexe de plancher, ce qui permet vraiment d'avoir voilà, pas de retombées de poutres au niveau des façades, etc. Donc là, les coupes techniques et les appuis. Donc c'est une solution, comme je disais, économique et viable, avec le pilier de la réussite pour ce projet réside vraiment dans un maximum de recherche en amont, d'ingénierie pour diminuer la matière. Et malheureusement, on a fait les tests en cours d'études, mais les tests se sont avérés avec des meilleurs résultats que ce qu'on attendait. Donc, au prochain projet, on pourra encore minimiser ces sections en se référant aux tests que le CNES a financés.
Voici les tests en question, donc avec des tests mécaniques, flexion 3 points, flexion 4 points, tests mécaniques en cisaillement. Les connecteurs également ont été calculés, vérifiés. Les essais au feu, bon, qui là pour le coup ont été faits de façon verticale, donc on est un petit peu déçus puisqu'en réalité ils sont mis horizontalement et on pense à un meilleur comportement de réaction au feu en vraiment situation existante. Le gros problème du bois feuillu, c'est qu'il est fendif, donc au niveau des eurocodes, c'est un peu le point qu'il faut faire attention, tout ce qui est traction transversale, etc., les distances des pinces, des connecteurs, etc., parce que c'est le point un peu critique. Après, le reste, il faudra encore faire de plus en plus de recherches pour peaufiner les eurocodes et permettre aux charpentiers de ces régions où il y a principalement que du feuillu d'arriver à mieux calculer plus justement, en prenant en compte la vraie masse volumique, en prenant en compte l'élasticité un peu plus propre, et tout ça par essence, puisqu'il y a 1600 essences en forêt, et il faudrait peut-être arriver à une cinquantaine d'essences potentiellement utilisables en structure. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, il y a feuillu et feuillu. C'est vrai que là, on voit les bois tropicaux avec des